Chunk 1. Eh bien, Bruce Willis est passé l'autre jour. Maintenant, Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Oh non, tu es tellement cool. Tu sais, tu étais vraiment cool. Bruce Willis a emménagé dans une maison de retraite le 15 août 2025. Sa famille dépensait 200 000 $ par an juste pour assurer sa sécurité. L'homme qui criait autrefois par-dessus les explosions dans Piège de cristal ne peut plus parler. Mais ce n'est pas le pire. Emma a révélé quelque chose qu'elle avait caché pendant des années. Elle pensait que Bruce était juste distant. Elle n'avait aucune idée que son cerveau se mourait lentement. La maladie le lui volait bien avant que quiconque ne le sache. Ce que sa famille a découvert vous brisera le cœur. Bruce Willis est né le 19 mars 1955 dans une petite ville d'Allemagne de l'Ouest appelée Idar-Oberstein. Son père était un soldat américain stationné là-bas après la guerre et sa mère était une femme allemande de Kassel. Dès le début, le monde de Bruce était partagé entre deux cultures. Il vivait sur une base militaire entouré des fantômes d'une guerre récente, pris entre la discipline américaine et les traditions allemandes. Mais quand il n'avait que 2 ans, tout a changé. En 1957, son père a quitté l'armée et toute la famille a traversé l'océan pour s'installer dans le New Jersey. Soudain, Bruce n'était plus le garçon d'Allemagne. Il était juste un autre enfant dans un quartier américain difficile, entouré d'ouvriers d'usines et de familles en difficulté. Son père travaillait le métal et sa mère occupait de petits emplois dans des banques. Il n'avait pas grand-chose et Bruce avait l'impression de ne pas trouver sa place nulle part. Au fur et à mesure que les années 1960 arrivaient, quelque chose a commencé à le troubler profondément. Vers l'âge de 6 ans, Bruce a développé un bégaiement douloureux. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Chunk 2. Il essayait de parler et rien ne sortait correctement. Les enfants se moquaient de lui et lui donnaient un surnom cruel, Bok Bok. Il essayait de se défendre avec ses poings, frappant sauvagement juste pour se défendre, mais la honte de ne pas pouvoir parler clairement le hantait. Parfois, il lui fallait des minutes juste pour sortir une phrase. Cela a brisé sa confiance. À l'âge de 10 ans, l'école était déjà devenue un champ de bataille. Le bégaiement ne faisait pas que blesser, il l'isolait. Le lycée aurait pu être le point de rupture. Il séchait les cours juste pour éviter d'être interpellé. Il faisait des farces pour distraire les gens de son discours. Mais un jour, au début des années 1970, vers l'âge de 15 ans, il a tenté sa chance et a rejoint le club de théâtre et quelque chose d'incroyable s'est produit. Au moment où il est monté sur scène et a lu des lignes, le bégaiement a disparu. C'était comme par magie. Il pouvait parler couramment, clairement, sans crainte. Pour la première fois, les gens écoutaient. Les professeurs étaient stupéfaits. Bruce a réalisé que lorsqu'il devenait quelqu'un d'autre, les mots venaient librement. Le théâtre lui a rendu sa voix. Cette découverte a tout changé. En 1973, il était devenu le président du conseil étudiant. Même si certains enfants se moquaient encore de lui, il s'en fichait. Il avait trouvé quelque chose qui le faisait se sentir vivant. Et en 1975, alors qu'il étudiait le théâtre à l'Université d'État de Montclair, 2 professeurs lui ont donné une thérapie orthophonique qui l'a encore plus aidé. Mais en 1977, Bruce en avait marre de l'école. Il a abandonné ses études et a déménagé directement à New York, déterminé à poursuivre quelque chose de plus grand. Sans argent et sans contact, il a travaillé de longues heures comme barman juste pour survivre. Parfois, il devait squatter sur des canapés ou dormir dans de minuscules appartements. Mais il faisait rire les gens. Il allait au travail en patin. Chunk 3. Il jouait de l'harmonica pour des pourboires. Il a transformé le bar en scène. Ces années ont été chaotiques et difficiles. Il a fait face à plus d'une centaine de refus au cours de sa première année. Mais petit à petit, il a commencé à décrocher des rôles dans des spectacles off-Broadway. Son premier vrai rôle est venu en 1977 dans une pièce intitulée Heaven and Earth. Même si l'argent était faible et le rejet constant, il a continué.
Parfois, il devait dormir sur des bancs quand les choses allaient mal. Mais les gens ont commencé à le remarquer. Il a obtenu de petits rôles dans des publicités, de petits rôles dans des films et finalement, en 1980, une brève scène avec Frank Sinatra. Mais un soir, alors qu'il était barman, il s'est battu en essayant de protéger quelqu'un. Son nez a été gravement cassé. Il a eu besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Les médecins ont averti que la blessure pourrait nuire à sa voix, mais il s'est rétabli. Il est revenu plus fort. La cicatrice est restée et lui a donné un certain avantage. À l'époque, personne ne savait qu'il deviendrait l'une des plus grandes stars de films d'action au monde. Mais dans ces petits bars de New York en difficulté, il a construit quelque chose de plus fort que la célébrité. Il a noué des amitiés qui dureraient des décennies. Il a rencontré John Goodman derrière le comptoir de Chelsea Central et ensemble, ils ont joué des pièces improvisées sauvages qui ont stupéfié de petits publics. Ils étaient fauchés, gagnant seulement quelques dollars par semaine, mais la passion était réelle. Ils travaillaient sans scénario. Ils criaient, pleuraient et se lançaient dans chaque instant. Ces performances brutes ont aiguisé le timing de Bruce et lui ont donné l'énergie qui électriserait un jour les écrans de cinéma. Puis, en 1945, tout a changé. Bruce est allé à une audition pour une nouvelle émission de télévision appelée Clair de lune. Environ 3000 acteurs voulaient le rôle, y compris des stars de la radio et des artistes formés. ABC a rejeté Bruce 11 fois, mais il est revenu une dernière fois avec le crâne rasé, des boucles d'oreilles et une attitude qui ne pouvait être ignorée. Il a improvisé ses lignes et a fait rire les producteurs. Soudain, l'outsider avec le bégaiement était celui qu'il voulait. Chunk 4, Clair de lune, a été diffusé le 3 mars 1945 et Bruce Willis est devenu une star du jour au lendemain. L'émission était chaotique et coûteuse. Il fallait 2 fois plus de temps pour filmer que la plupart des émissions. Les épisodes duraient 120 pages, mais le charme, la vitesse et l'imprévisibilité de Bruce en ont fait une sensation. Il s'est souvent heurté à sa co-star Sybil Shepherd. En 1946, les tensions sur le plateau étaient à leur comble. Ils se disputaient, se lançaient des piques avant les scènes et refusaient parfois de se parler hors caméra. La pression est devenue si forte que Bruce s'est effondré d'épuisement en 1988 et a dû être hospitalisé. Les scénarios ont été retardés. Les cotes d'écoute ont chuté, mais le feu entre eux a maintenu les fans accrochés. En coulisses, Bruce était en train de s'épuiser, mais devant la caméra, il était magnétique. Pendant tout ce temps, Bruce a choqué tout le monde en sortant un album de musique intitulé The Return of Bruno en janvier 1987. Personne ne s'attendait à ce qu'une star de la télévision se hisse en tête des classements, mais il l'a fait. L'album a été certifié disque d'or avec un demi-million de ventes. Il a même atteint la 2e place au Royaume-Uni. Les critiques ont levé les yeux au ciel, mais les fans s'en fichaient. Bruce a chanté avec des légendes de la soul et en a fait quelque chose d'inoubliable. C'était étrange, audacieux et amusant, tout comme lui. Mais le rythme était épuisant. En filmant des épisodes de Clair de lune qui coûtaient plus d'1 million de dollars chacun, Bruce a été poussé à bout. La grossesse de sa co-star en 1987 a causé davantage de retard et une grève majeure des scénaristes en 1948 a presque mis fin à l'émission pour de bon. Le 14 mai 1949, l'émission s'est finalement terminée. Bruce avait tout donné. À ce moment-là, son nom résonnait déjà à Hollywood. Son salaire à la télévision avait grimpé en flèche à 50 000 $ par épisode, un bond de géant par rapport au contrat de 1 500 $ avec lesquels il avait commencé. À l'époque, Bruce Willis n'était pas censé être la star. Il était surtout connu comme le type charmant de Clair de lune, et personne ne s'attendait à ce qu'il décroche le rôle principal dans un grand film d'action. Mais, étrangement, un scénario intitulé « Piège de cristal » se frayait un chemin à travers Hollywood à la fin des années 1980. De grands noms comme Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone l'avaient déjà refusé.
Même Frank Sinatra a été sollicité, car l'histoire était techniquement une suite à un film dans lequel il avait joué des décennies plus tôt. Chunk, 5. Il a également refusé. Et puis, de nulle part, Bruce Willis a reçu l'offre. Ce qui a choqué tout le monde, ce n'est pas seulement qu'il ait été choisi, mais que le studio était prêt à le payer 5 millions de dollars. C'était le genre d'argent réservé aux superstars comme Dustin Hoffman ou Robert Redford. Les gens de l'industrie pensaient que le studio avait perdu la tête. Le tournage a commencé à la fin de 1987 et la plupart a été tourné à l'intérieur de la Fox Plaza à Los Angeles. Au moment où le film est sorti, le 15 juillet 1988, personne n'avait la moindre idée qu'il exploserait comme il l'a fait. Il a rapporté plus de 140 millions de dollars dans le monde entier et a transformé Bruce Willis en un véritable héros de films d'action. Mais il y avait un prix à payer. Lors d'une des nombreuses cascades explosives, une forte détonation s'est produite trop près de lui, causant une perte auditive partielle permanente dans son oreille gauche. Il l'a gardé secret à l'époque, afin que la production ne soit pas interrompue. Mais des années plus tard, il a été révélé que les dommages ne s'étaient jamais complètement résorbés et qu'ils sont devenus une partie des problèmes de santé qui l'ont suivi dans les années 2000. Pourtant, cette énergie brute et accessible qu'il a apportée à John McClane a tout changé. Il ne ressemblait pas à un super-héros. Il ressemblait à un type ordinaire pris dans une situation impossible. Et les gens l'ont adoré pour cela. À peine un an plus tard, Bruce a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a accepté de faire la voix d'un bébé qui parle dans un film intitulé « Allô maman, ici bébé ». Cela ressemblait à une blague, mais la surprise n'était pas seulement l'idée, c'était ce qu'il a gagné. Pour seulement 4 jours de travail de voix, il a empoché 10 millions de dollars. La raison, un accord intelligent qui lui a donné une part des bénéfices. Le film lui-même a été réalisé pour moins de 10 millions de dollars, mais a fini par rapporter près de 300 millions de dollars dans le monde entier. Sa voix, pleine de charme et de sarcasme, est devenue un succès auprès des familles du monde entier. Le film s'est transformé en une franchise et il a obtenu 10 millions de dollars de plus pour la suite. Tout le monde a commencé à réaliser qu'il n'était pas seulement chanceux, il était intelligent. Aussi, ensuite, il allait essayer quelque chose de totalement différent. En septembre 1989, est sorti Mort un dimanche matin. C'était une histoire lente et émouvante sur un vétéran du Vietnam vivant dans une ville tranquille. Bruce s'est fait pousser une moustache et a joué le rôle avec une douleur silencieuse. Son propre père avait combattu dans la guerre de Corée, et c'est peut-être ce qui a rendu la performance plus réelle. Chunk, 6. Les critiques ont aimé. Roger Ebert lui a donné 3 étoiles, mais le public n'est pas venu. Le film n'a rapporté que quelques millions de dollars. Pourtant, cela a montré que Bruce n'avait pas peur de prendre des risques, même si cela signifiait renoncer à un autre succès. En 1990, il était de retour en mode action. Piège de cristal 2 a pris l'affiche le 4 juillet. Cette fois, Bruce connaissait sa valeur. Il a obtenu 7,5 millions de dollars d'avance et une part des bénéfices. Le film a rapporté plus de 240 millions de dollars dans le monde entier, encore plus que l'original. En coulisses, il s'est heurté au réalisateur au sujet du réalisme. Il ne voulait pas de cascade caricaturale. Il voulait que le danger soit réel. Ce même état d'esprit, se soucier des petites choses, a continué à faire avancer sa carrière. Et au moment où le 3e film est sorti, en 1995, son salaire était passé à 15 millions de dollars. Mais tout ce qu'il touchait ne s'est pas transformé en or. La suite de Allô maman, ici bébé, sortie à la fin de 1990, a fait un flop. Il n'a rapporté que 47 millions de dollars et a été démoli par les critiques. Bruce avait enregistré toutes ses lignes en seulement 3 jours et il a admis plus tard que le scénario n'était pas prêt. Il a même poursuivi le producteur, affirmant qu'il lui devait une part de 2 millions de dollars sur les bénéfices. Mais l'affaire a été rejetée. C'était un rappel que l'argent facile ne signifiait pas toujours un succès durable. Puis vint un tournant.
En 1994, Pulp Fiction est arrivé. Quentin Tarantino a choisi Bruce pour incarner Butch, un boxeur qui refuse de truquer un combat. Le film n'a pas seulement relancé sa carrière. Il a fait en sorte que les gens le voient sous un nouveau jour. Rugueux, réel, prêt à prendre des risques. Il n'a gagné que 800 000 $ pour le rôle, bien moins que ses honoraires habituels. Mais il s'en fichait. Il s'agissait de l'histoire. Chunk, 7. Le film a rapporté plus de 200 millions de dollars et a remporté un Oscar pour le meilleur scénario original. Et bien que Bruce n'ait pas été nominé, les gens ont finalement commencé à le prendre au sérieux comme plus qu'un simple type d'action. L'année suivante, il a redoublé d'efforts. Dans L'Armée des 12 singes, sorti à la fin de 1985, il a joué un homme brisé d'un futur post-apocalyptique. Il a perdu 20 livres pour le rôle. Il a visité des hôpitaux psychiatriques pour se préparer. Et pendant le tournage, il s'est fracturé l'épaule en faisant une cascade. Pourtant, il a continué. Le film a rapporté plus de 160 millions de dollars et a obtenu 2 nominations aux Oscars. Encore une fois, pas de nomination pour Bruce, mais personne ne pouvait nier à quel point il s'était investi dans le rôle. En 1997, il a de nouveau surpris tout le monde avec Le Cinquième élément. C'était sauvage, futuriste, rempli de couleurs et de chaos. Bruce a joué un chauffeur de taxi qui devient le dernier espoir de la Terre. Le film a coûté près de 90 millions de dollars, un record à l'époque, et il a rapporté plus de 260 millions de dollars. Bruce a fait ses propres cascades. Il a porté des gilets orange moulants qu'il détestait. Mais d'une manière ou d'une autre, tout a fonctionné. Le film est devenu un classique culte. Puis vint 1998, lorsque Bruce a mené le grand film catastrophe Armageddon. Il a joué Harry Stamper, un foreur pétrolier coriace, envoyé pour empêcher un astéroïde de détruire la Terre. Le film, sorti le 1er juillet, a rapporté plus de 553 millions de dollars dans le monde entier, ce qui en fait le meilleur film de l'année. Mais les choses en coulisses étaient difficiles. Bruce s'est disputé avec le réalisateur Michael Bay au sujet des scènes qui ont été coupées, en particulier les moments émotionnels en famille. Il s'est également disputé avec le producteur Jerry Bruckheimer et a déclaré plus tard que le tournage avait été misérable. Pourtant, Bruce a improvisé l'une des scènes les plus émouvantes du film, les adieux larmoyants, ce qui a aidé le film à trouver un écho auprès du public. Malgré 4 nominations aux Oscars pour le film, Bruce a obtenu un Razzie Award pour le pire acteur en 1999. Une tournure étrange pour un si grand succès. En 1987, la vie personnelle de Bruce a également fait les manchettes. Il a rencontré Demi Moore en juillet lors d'une projection de film alors qu'elle était encore fiancée à Emilio Estevez. Chunk, 8. Mais à peine 4 mois plus tard, le 21 novembre 1987, Bruce et Demi se sont mariés à Las Vegas. Demi a déclaré plus tard que le mariage n'avait même pas été prévu. Ils étaient en route pour jouer lorsque Bruce a suggéré qu'ils se marient. 1 mois plus tard, ils ont organisé une véritable cérémonie avec environ 100 invités, dont Little Richard en tant qu'officiant. Le mariage soudain a coûté moins de 1 000 $, mais a marqué le début d'une relation puissante à Hollywood. Les gens ont bavardé que Demi était enceinte avant le mariage, mais leur première fille, Rumor, est née exactement 9 mois plus tard, en août 1948. Bruce et Demi sont devenus parents de 3 filles, Rumor en 1948, Scout en 1991 et Tallulah en 1934. Ils ont essayé d'équilibrer travail et famille en alternant les rôles au cinéma, mais la gloire a apporté du stress. Demi a gagné un record de 12,5 millions de dollars pour Striptease en 1996, mais des rumeurs d'affaires ont commencé à entourer ça les deux. Bruce a été lié à des mannequins et Demi à ses co-stars. En 1995, Bruce aurait quitté un plateau de tournage après une dispute. Même s'ils sont restés ensemble publiquement, les dégâts se sont déjà produits en coulisses.
En 1998, après 11 ans de mariage, Bruce et Demi se sont séparés. Leur divorce a été finalisé en octobre 2000. La séparation semblait pacifique en surface, mais ils se sont battus à huis clos pour leur fortune de 200 millions de dollars. Bruce a versé jusqu'à 90 millions de dollars à Demi, l'un des divorces les plus chers d'Hollywood. Ils ont également dû régler la garde de leur fille. Bruce a déclaré à Rolling Stone qu'ils étaient restés amis pour les enfants, mais des sources ont déclaré que ce n'était pas facile. Demi a gardé le ranch de l'Idaho où elle a élevé les filles. À l'époque, Bruce profitait toujours du succès d'Armageddon, mais le divorce a montré que même les plus grandes stars avaient des douleurs personnelles derrière la gloire. Étonnamment, les deux sont restés proches même après le divorce. Demi était au mariage de Bruce avec Emma Heming en 2009. Et en 2019, lorsque Bruce et Emma ont renouvelé leurs vœux, Demi s'est jointe à la célébration familiale. Ils ont même passé le confinement de 2020 ensemble dans l'Idaho avec tous les enfants et ont partagé des photos joyeuses. Demi a soutenu Bruce après son diagnostic d'aphasie en 2022 et la nouvelle de démence frontotemporale en 2023. La famille recomposée est restée forte, montrant au monde que l'amour ne se termine pas toujours avec le mariage. L'un des moments les plus sombres du passé de Bruce est survenu en 1992, lorsqu'une femme a affirmé qu'il avait engendré son enfant d'une aventure d'un soir en 1991. Elle l'a traîné devant les tribunaux et un test ADN a été effectué. Le test a coûté environ 5 000 $ à l'époque et a prouvé que Bruce n'était pas le père. Chunk 9. Pourtant, l'affaire a nui à son image publique. Il était considéré comme un père dévoué et ce scandale ne correspondait pas à cette image. Demi l'a soutenu, mais des rapports ont indiqué que cela a mis beaucoup de pression sur leur mariage. En 1999, Bruce a joué dans Sixième Sens, un thriller discret qui a surpris le monde entier. Il a joué le rôle d'un psychologue pour enfants nommé Malcolm Crowe et a été payé 14 millions de dollars. L'histoire avait une tournure que personne n'avait vu venir. Crowe était mort depuis le début. Le film a rapporté près de 673 millions de dollars dans le monde entier et a conservé la première place pendant 5 semaines. Il est devenu le deuxième plus grand film de 1999, juste derrière Star Wars, La menace face et fantôme. Bruce n'a pas obtenu de nomination aux Oscars, mais le rôle a donné un coup de pouce majeur à sa carrière. Il a gardé le secret de la tournure presque à tout le monde et a même improvisé des scènes pour rendre son personnage plus réel. En 2000, Bruce a de nouveau fait équipe avec le réalisateur M. Night Shyamalan pour Incassable. Il a joué David Dunn, un homme qui survit à un accident de train et réalise lentement qu'il pourrait être un super-héros dans la vraie vie. Le film a coûté un montant choquant de 75 millions de dollars à réaliser, beaucoup plus que prévu, en partie parce que Bruce a gagné environ 20 millions de dollars. Et sa co-star Samuel L. Jackson a obtenu 10 millions de dollars. Même s'il a rapporté 248 millions de dollars, le budget important a causé des tensions avec Disney. Certaines nouvelles prises de vue ont fait grimper les coûts encore plus haut. Pourtant, le film a gagné une base de fans fidèles et est devenu plus tard une partie d'une trilogie. Mais à l'époque, le pari coûteux a presque mis fin à la carrière de Shyamalan. Même avant toute la célébrité cinématographique, Bruce s'était essayé à la musique. En 1987, il a sorti un album intitulé The Return of Bruno. Il a joué un personnage nommé Bruno Radalini et a chanté des reprises de chansons classiques. Une chanson, Respect Yourself, a même atteint la 5e place des classements Billboard. Au Royaume-Uni, Under the Boardwalk a atteint la 2e place. L'album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires et a obtenu le statut de disque d'or, mais les critiques l'ont détesté. Rolling Stone l'a qualifié de sourd et les gens s'en sont tellement moqués que Bruce a cessé de chanter professionnellement en 1949. Malgré cela, il s'est produit en direct lors de grands événements,
comme Farm Aid, mais les critiques l'ont marqué émotionnellement. En 2001, Bruce était de nouveau à la une, cette fois à cause de rumeurs pendant le tournage de Bandits. Il a joué aux côtés de Billy Bob Thornton et Kate Blanchett, et les tabloïds ont affirmé que Bruce et Kate avaient une liaison. Chunk. 10. Les commérages n'ont fait qu'empirer lorsqu'Ashton Kutcher, qui sortait avec une autre actrice sur le plateau, est devenu méfiant. Demi Moore a écrit plus tard à ce sujet dans ses mémoires de 2019. Bien que Blanchett ait plus tard qualifié tout cela de mensonge, le drame a presque ruiné la promotion du film. Bandits n'a rapporté que 67 millions de dollars, ne parvenant pas à couvrir son budget de 75 millions de dollars. L'année suivante, en 2002, Bruce a essuyé un échec majeur avec le verdict des armes. Il a joué le rôle d'un colonel dans un camp de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Le film a coûté 70 millions de dollars, mais n'a rapporté que 32 millions de dollars dans le monde entier. MGM a perdu plus de 50 millions de dollars et ses actions ont chuté. Bruce avait été payé 15 millions de dollars pour le rôle, mais il a admis plus tard que l'expérience l'avait amené à remettre en question sa carrière. Il a suivi une thérapie et a pris une pause des grandes mains films. En 2007, Bruce Willis a ramené John McClane à la vie dans Die Hard 4, Retour en enfer. Cette fois, il était confronté à des cyberterroristes. Et malgré le passage à une cote PG-13, le film a explosé au box-office avec 383 millions de dollars dans le monde entier. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas si calmes. Lors d'une poursuite à grande vitesse, une cascade a mal tourné et Willis s'est cogné la tête assez fort pour avoir une commotion cérébrale. Ce n'était pas non plus sa première rencontre avec le danger sur le plateau. Dans le Die Hard original, il avait failli être tué par l'une des explosions et avait perdu l'ouïe de son oreille gauche à cause des coups de feu. Même pendant les scènes intenses, sa co-star Justin Long a gardé les choses légères en faisant des farces, comme glisser de la bouillie d'avoine sur le siège de Willis. Réalisé par Len Wiseman, le film a rapporté plus de 134 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. À peine un an plus tôt, en 2006, Willis a opéré un virage surprenant. Au lieu de balles et de sang, il a prêté sa voix à un raton laveur bavard nommé Hergé dans Nos voisins les hommes, un dessin animé familial sur des animaux affamés envahissant la banlieue. C'était totalement inattendu, mais il s'en est si bien sorti que le film a rapporté 339 millions de dollars dans le monde entier. Il aurait gagné 5 millions de dollars juste pour avoir prêté sa voix. Sorti le 19 mai, il s'est avéré être un succès amusant avec des co-stars comme Gary Shandling et Wanda Sykes donnant vie au gang de la forêt. Bruce a rendu R.J. sournois et hilarant, un raton laveur qui trompe ses amis en les aidant à rembourser une dette à un ours. C'était l'une des rares fois où les fans ont pu l'entendre dans un film pour enfants, montrant une facette différente de lui au sommet de sa carrière. Puis, en 2010, il a joué Frank Moses, un agent de la CIA à la retraite dans Red. C'était un film drôle et à indice d'octane élevé qui a fini par rapporter près de 200 millions de dollars dans le monde entier. Le casting était rempli de légendes. Chunk 11, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren et leur chimie était électrique. Mais en coulisses, tout n'était pas que rire. Willis était épuisé et ses sautes d'humeur sur le plateau auraient conduit à des moments de tension avec l'équipe. Malgré cela, les critiques ont adoré le film. Une suite en 2013 a ajouté 148 millions de dollars supplémentaires, bien que beaucoup aient estimé qu'elle ne capturait pas tout à fait la même magie. Malgré ce cas-là, Red a rappelé à tout le monde pourquoi Willis était toujours un poids. Un poids lourd de l'action, même si les années commençaient à se faire sentir. La même année, il est apparu brièvement dans The Expendables, unité spéciale, partageant l'écran avec Stallone et Schwarzenegger. C'était une cinéquipe de rêve pour les fans d'action. Mais en 2013, le drame a frappé. Willis s'est vu offrir 3 millions de dollars pour 4 jours de travail sur Expendables 3, mais a exigé 4 millions de dollars.
Stallone ne l'a pas prise à la légère. Il l'a publiquement qualifié d'avide et de paresseux. En 72 heures, Harrison Ford a été choisi pour le remplacer. Les retombées ont fait les manchettes. Pourtant, le film original avait rapporté 275 millions de dollars en 2010. Et même si le rôle de Willis était petit, il était inoubliable. Ironiquement, son autre film de 2013, Red 2, a rapporté 80 millions de dollars, ce qui montre que la soi-disant avidité aurait peut-être simplement été une négociation. Mais le mal était fait. En 2015, les choses avaient changé. Willis apparaissait dans une inondation de films d'action à petit budget, sortis directement en vidéo. L'un d'eux était Vice, où il jouait le propriétaire d'un complexe rempli d'androïdes artificiels. Il a essayé d'être futuriste comme Blade Runner, mais les critiques l'ont détesté. Sorti en janvier, il a à peine fait des vagues, et les critiques l'ont démoli pour être ennuyeux et paresseux. En coulisses, les gens ont commencé à remarquer qu'il faisait jusqu'à 5 de ces types de films par an. Les performances semblaient heureuses. Son étincelle s'évanouissait. Et lorsque sa famille a révélé en 2022 qu'il luttait contre l'aphasie, une condition cérébrale affectant le langage, cela avait du sens. Ses rôles n'étaient pas des projets passionnels, c'étaient des signaux. Quelque chose n'allait pas. Chung Hunk 12. Mais en dehors des films, la vie avait ses propres rebondissements. En 2009, il a surpris tout le monde en épousant le mannequin britannique Emma Heming. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt sur le plateau de Parfait Inconnu. Et même s'il y avait un écart d'âge de 24 ans, il avait 54 ans, elle en avait 30. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée à son domicile de Turks et Caicos le 21 mars. Demi Moore et leur fille étaient là. Quelques jours plus tard, ils ont officialisé la chose à Beverly Hills. 10 ans plus tard, ils sont retournés sur cette même plage pour renouveler leurs vœux, cette fois avec leurs 5 filles présentes. C'était paisible, magnifique et une deuxième chance à quelque chose de stable. Leur paix a été brisée en 2015 lorsque des intrus ont tenté de s'introduire dans leur ranch de l'Idaho. L'effraction a été arrêtée, mais c'était terrifiant. La sécurité a été améliorée immédiatement. Portail, caméras, gardes armés, coûtant environ un demi-million de dollars chaque année. Ce qui a rendu la situation pire, c'est que l'un des hommes a été arrêté avec des photos personnelles de la famille Willis. Ce n'était pas aléatoire, c'était ciblé. Willis, connu pour être inébranlable à l'écran, a suivi une formation de défense privée après cela. Leur ranch isolé est devenu plus comme une forteresse. La renommée, semblait-il, avait un prix. Les parties les plus sombres de sa vie ne se sont pas arrêtées là. En 1949, alors qu'il était au sommet de sa gloire grâce à Clair de Lune, Willis a été arrêté à son domicile d'Hollywood Hills. Il avait bu et lorsque la police est arrivée à une fête bruyante, il a bousculé l'un d'eux. Il était torse nu, ivre et s'est de nouveau blessé à une clavicule qu'il s'était cassée en skiant. Les accusations ont été abandonnées après des travaux d'intérêt général, mais c'était un signal d'alarme. Des années plus tard, dans ses mémoires de 2018, il s'est ouvert sur ses luttes contre l'alcool, révélant des pertes de conscience et des bagarres dans les bars. Il a crédité les alcooliques anonymes pour avoir transformé sa vie. Ce qui a choqué les fans, c'est à quel point tout cela avait été caché derrière sa présence à l'écran cool et confiante. Puis, en 2020, pendant les confinements dus au COVID, Bruce a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Il s'est mis en quarantaine avec Demi Moore et leurs 3 filles adultes à son domicile dans l'Idaho. Emma est restée à Los Angeles avec leur fille plus jeune après qu'un accident dans un parc ait laissé la petite Evelyn avec une blessure au pied. Chunk, 13. Pendant des semaines, Bruce et son ex-femme ont vécu à nouveau ensemble, jouant à des jeux, portant des pyjamas assortis, publiant des photos d'hôtes de famille. C'était surréaliste. Le monde était à cran. Pourtant, ils étaient là, montrant que l'amour ne se termine pas toujours avec le divorce. Même Emma a laissé de jolis commentaires sur leurs photos.
Lorsque Bruce était finalement rentré chez lui, c'était déjà devenu l'un des moments les plus viraux de la pandémie. En mars 2022, tout a changé. Sa famille a publié une déclaration disant que Bruce avait été diagnostiqué avec de l'aphasie et qu'il se retirait immédiatement du métier d'acteur. Il avait 67 ans. La nouvelle a frappé fort. Soudain, toutes ces performances étranges dans les films récents avaient du sens. Il luttait avec la parole, s'appuyant parfois sur des oreillettes ou même des doublures. Certains réalisateurs ont dû tourner autour de sa confusion. Pour un acteur qui avait autrefois dominé l'écran avec juste un regard, c'était déchirant. En février 2023, les choses ont empiré. Les médecins ont confirmé que la maladie avait progressé vers une démence frontotemporale, une maladie rare et incurable qui dépouille lentement la personnalité, le langage et la mobilité. Emma a dit plus tard qu'elle pensait qu'il était juste devenu distant. Mais ce n'était pas lui, c'était la maladie. Son charme autrefois vif a commencé à s'estomper. Ses mouvements ont ralenti. Il parlait à peine. Le 15 août 2025, Bruce a emménagé dans une maison de soins spéciaux, non loin de sa famille, mais plus dans leur maison principale. Emma a appelé cela la décision la plus difficile de sa vie. Leurs filles, Mabel et Evelyn, avaient à peine 13 et 11 ans. Les empêcher d'être témoins du pire est devenu sa priorité. La nouvelle maison avait du personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et coûtait plus de 200 000 $ par an. Pourtant, la famille rendait souvent visite, partageant des repas et des rires quand ils le pouvaient. Mais Emma a admis qu'elle avait l'impression que leur monde s'était brisé. Au milieu de l'année 2025, Bruce ne pouvait plus parler. Chunk 14. L'homme qui criait autrefois des lignes par-dessus les explosions dans Piège de cristal communiquait maintenant avec des gestes et des expressions rares. Et pourtant, parfois, juste parfois, il riait. Ce même rire retentissant, indubitable. Ou il entendait une chanson de son album de 1987, The Return of Bruno, et quelque chose s'illuminait dans ses yeux. Ces moments, seulement quelques-uns chaque semaine, étaient inestimables. Mais ils étaient aussi un rappel. L'une des plus grandes voix d'Hollywood s'était tue.